c'est Draman Koulibaly, je suis ingénieur agronome de formation. Je travaille au niveau d'une ONG qui est le Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale de l'Afrique de l'Ouest, qui est une organisation de plus de 50 ans, qui travaille dans le renforcement de la capacité des acteurs. Et comme son nom l'indique, ça travaille beaucoup sur les innovations, donc expérimentation. Nous sommes présents en Afrique de l'Ouest à travers un bureau au Burkina Faso, un bureau au Niger et un bureau au Sénégal avec une coordination régionale à Ouagadougou, Burkina Faso. J'ai travaillé sur une approche et un produit. L'approche, c'est quoi? C'est le déstockage stratégique du cheptel, qui consiste simplement à accompagner les producteurs à se débarrasser en fin de saison de pluie des animaux les moins performants en vue de rentabiliser le reste du cheptel et également en vue de diminuer le risque parce que les animaux les moins robustes ne tiennent pas souvent jusqu'à l'autre saison. Alors donc il y a des pertes énormes d'animaux et lorsqu'il y a des crises, même en temps normal, il y a des pertes énormes. Alors donc le fait que l'éleveur peut effectivement vendre les plus faibles et même entretenir les autres avec, ça lui permet d'avoir un troupeau assez sain et ça lui permet aussi de rentrer dans une logique économique dans son élevage. Alors les bénéficiaires de ça, c'est d'abord les éleveurs. L'approche consistait à ce que l'élevage rentre dans une logique économique. Donc ils étaient bénéficiaires dans ce sens que ils pouvaient effectivement, ayant pris conscience, ils pouvaient vendre les animaux et tirer le maximum de profit de ces animaux. Parce qu'on les encourage à vendre les animaux au moment où l'animal a une valeur économique plus élevée, au sortir de la saison des pluies. Or, souvent dans la pratique, les éleveurs laissent que quand l'animal est complètement fatigué, n'a plus de poids, donc n'a plus de grande valeur économique, c'est en ce moment qu'ils se sentent obligés de s'en débarrasser. Alors, et ils le font au moment où les céréales coûtent cher, et même ils paient très cher les céréales en ce moment. Alors qu'à la fin de la saison des pluies, les céréales coûtent moins cher. S'il vend l'animal lui rapporte plus, donc ça lui permet d'acheter plus de nourriture. Alors que traditionnellement, ils les vendent au moment où l'animal ne vaut pas grand chose et les céréales coûtent cher. Voilà, donc les premiers bénéficiaires, c'était bien sûr les éleveurs. Voilà, mais qui sont les clients? Les clients, nous avons visé les marchés institutionnels. Parce que pour nous, on était allé dans la logique qu'au moment où, quand il y a crise, il y a perte d'animaux, ça veut dire de nourriture. Au moment où on en a le plus besoin. Donc du coup, pour nous, les humanitaires pouvaient utiliser cette viande séchée et pour les mettre dans les kits nutritionnels, dans les kits en tout cas alimentaires pour subvenir comme aide alimentaire. Ensuite, l'autre client, c'était le client normal dans les supermarchés. Donc le produit a été placé dans les supermarchés et effectivement les consommateurs avaient accès à travers effectivement ces marchés-là. La malnutrition, c'est d'abord un problème de disponibilité. Il y a effectivement dans certaines zones, il n'y a pas l'accès à la nourriture, l'accès à l'alimentation. Alors du coup, oui, il y a un besoin d'accompagner les gens, les populations à créer de la nourriture ou à valoriser la nourriture qui est là ou à diminuer les risques de perte. Parce qu'en élevage, comme je disais, il y a perte d'animaux chaque année. Dès qu'il y a de la sécheresse un peu, beaucoup d'animaux sont perdus. Donc un animal perdu, c'est de la nourriture perdue. Donc comment valoriser ça? Ensuite, pour lutter contre la malnutrition, c'est aussi les pratiques alimentaires. Parce qu'on a aussi des chiffres, des études qui montrent qu'il y a des zones qui sont des zones qui ont un haut potentiel de production et où les gens ne sont pas forcément pauvres, mais la malnutrition, le taux de malnutrition aiguë est élevé. Ça suppose que les pratiques alimentaires ne favorisent pas une alimentation équilibrée. Alors là, il faut travailler sur les pratiques alimentaires, que les gens connaissent très bien les produits locaux, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça a comme potentiel, et avoir les notions sur l'équilibre à établir en matière d'alimentation. Donc là, il faut travailler sur cet aspect-là. Le troisième levier pour lutter contre la malnutrition est beaucoup plus aussi en termes de capacité. Parce que les femmes, en certains milieux, n'arrivent pas à détecter les signes de la malnutrition pour pouvoir corriger. Alors donc actuellement, nous-mêmes, à travers d'autres différentes actions, nous travaillons à former les femmes à pouvoir détecter elles-mêmes les signes de la malnutrition d'un enfant pour agir vite là-dessus avant que ça soit de la malnutrition aiguë. Parce que quand c'est aigu, ça veut dire qu'on ne peut plus faire grand chose. Voilà, donc il faut prévenir
à travers effectivement une formation des femmes à détecter les signes de la malnutrition. Et si on combine ça avec les pratiques alimentaires, avec la valorisation des produits locaux et ensuite avec tout l'effort pour améliorer la production, je pense qu'on peut vaincre effectivement la malnutrition. C'est vrai, quand je me suis engagé, que j'ai engagé aussi mon institution en même temps d'ICON, c'est parce que nous sommes engagés dans cette lutte pour une alimentation, un accès à tout ça, une alimentation saine. Alors donc pour moi, lorsque j'ai accepté aussi d'assumer la présidence, c'est parce que je pense que je peux animer ces groupes-là. Je viens d'une structure qui a comme axe de travail l'accompagnement des coopératives. Donc voilà, je mets mon expérience, mon expertise au profit de ce groupe, donc au profit d'un combat qui est noble, qui est donc de travailler à ce que tout le monde ait accès à de la bonne alimentation et une alimentation saine.